La meuf, elle a 3 auditions à préparer, mais non, elle préfère faire des podcasts. Bref, c'est samedi prochain. Souhaitez-moi bonne chance. Lauren the Storyteller. Salut tout le monde, moi c'est Lorraine. Je suis actrice et artiste. Avant de vous présenter les différents thèmes, je voulais faire un peu de maintenance, un peu d'admin. Vous poser une question surtout, vu qu'on démarre ce podcast ensemble, hein, c'est plus ou moins collaboratif, plus ou moins j'ai dit moins que plus. Et en fait, j'hésite sur le format, c'est-à-dire que soit on va faire un épisode complet sur un sujet, parce que comme vous me connaissez bien pour certains maintenant, pas trop pour d'autres, j'aime bien analyser les choses assez en profondeur en fait, et vraiment m'arrêter sur tous les aspects d'un film, d'une série télé, d'une chanson, d'un produit, d'une tendance et ce genre de choses. J'aime bien ces épisodes un peu deep dive, comme ce que j'ai fait précédemment pour les focus Alicia Keys ou même FK Twigs ou même Destiny Child's Soldier, donc c'était juste sur le clip quoi. Ceci dit, en fait, je me dis qu'il y a pas mal de sujets que j'aime bien explorer, mais pas non plus forcément en profondeur, en fait. Genre, des fois, j'aime bien juste passer sur le sujet en surface parce que, en fait, on est vraiment dans une ère où est-ce qu'on peut parler de suranalyse? En tout cas, je dirais elle est facilement accessible et à disposition, en fait, hein. Il suffit d'aller sur YouTube. Voilà, vous n'avez même pas besoin d'aller ailleurs, il suffit d'aller sur YouTube, il y a des analyses sur tout. Enfin, je rigole pas, j'ai passé mon dimanche dernier à écouter une analyse de 2 heures sur le personnage principal de Black Swan, un film que j'ai regardé il y a une éternité en fait. Anyways, donc du coup en fait... sur certains sujets, j'ai pas besoin d'éterniser, mais sur d'autres, j'ai envie et j'ai besoin de m'éterniser. Mais je me demande à quel point c'est pertinent pour vous en fait. Donc il faudrait que ce soit autant agréable pour moi que pour vous. Dites-moi plutôt si vous préférez un format un épisode, un sujet, ou un format un épisode, plusieurs sujets en surface, ou voire même 2 sujets assez, avec une analyse assez poussée. Je pense de toute façon, me connaissant et vous connaissant aussi parce que pour certains, vous m'écoutiez sur l'ancien podcast, qu'on va faire un mix des deux, c'est-à-dire qu'on aura des épisodes avec plusieurs sujets, puis des épisodes qu'on peut appeler hors série, qui seront des analyses assez intenses. Hein, voilà. On va pas que geeker sur la musique début des 2000s, comme j'ai fait pour le début de ce podcast, d'accord, même si c'est super agréable. Voilà. Alors... aujourd'hui, je voulais parler de plusieurs sujets, notamment de la série Blue Eye Samurai, mais sans rentrer dans les détails, donc il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas, c'est sur Netflix. Je voulais parler de Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Hess, Bigfoot, et encore une fois, très en surface, parce que pareil, débordement de suranalyse sur le sujet, et enfin de ce qui s'est passé avec Margiela, Pat McGrath. Et je pense qu'on va finir là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez court, même si pour l'instant j'ai pas tenu ma promesse que ce soit assez court, mais vous m'excuserez, j'adore vous parler. Donc voilà. Alors, je voulais vous parler d'une première chose que j'ai faite qui était assez cool, qui était un nouveau concept, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les prémices du concept, qui s'appelle une foufou party. Donc foufou, c'est vraiment le foufou, la pâte, quoi. Enfin voilà, c'est pas ouhou, on est foufou. Non, je parle de la pâte. Voilà. Et donc en fait, je vous explique le concept qui est tout nouveau. C'est un workshop où on apprend à faire du foufou de manière traditionnelle. Hein, donc vraiment, tu es là et tout, et tu bats ton foufou. Enfin voilà. Et donc on avait donc le foufou banane, les toumas pour les Congolais, la semoule, le foufou manioc. Il y avait une sauce égoussi, il y avait une sauce arachide, hein, sauce égoussi, une goussi dessi pour les minas. Voilà, on avait un cocktail bissap, un cocktail au baobab, une entrée avocat crevette, et à la fin il y avait un quiz sur la culture africaine, et enfin des questions assez précises quand même, et une petite mousse dessert au chocolat, puis on a dansé sur 100% Zo Blazo. Et donc en fait c'est une traiteuse, et le nom du concept s'appelle Marcy Mixes.
Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez lancer votre propre foufou party, si jamais vous avez un concept, je sais pas, ouverture de concept store, vendre des vêtements, passer du bon moment entre amis. Là en l'occurrence c'était une fête d'anniversaire, moi j'étais là en tant que photographe, mais c'était super super cool de faire ça. Donc je me suis dit que si jamais je faisais des événements avec ce podcast, on fera sûrement une petite foufou party. Donc voilà. Ensuite, pareil, hein, un peu de blabla du dimanche, mais je me suis rendu compte que j'avais la peau super douce en ce moment et je teste pas mal de skincare. Je teste pas mal de produits skincare en ce moment et là, en fait, grosse surprise, je suis juste partie sur du Sanex Atopic Care, l'huile de douche en fait, et alors qu'avant j'achetais les Naturium et compagnie, hein. Je reviendrai sur Naturium, le succès, la vente de la boîte, etc. Et je voulais même tester le Glinzer d'ailleurs, qui est un produit préquel uniquement vendu sur le sol américain, avec un packaging super esthétique silver, début des années 2000. Mais tout ça, c'est entre 18 et 22 balles. Le Sanex, il coûte 3 balles. Et pour le coup, grosse surprise, parce que j'ai la peau douce, d'une douceur. Mais vraiment, je suis assez surprise. Et en ce moment, j'ai une crème qu'on m'a offerte, d'ailleurs, qui est la crème Nuxe Rêve de miel. Et d'habitude, j'ai du mal avec les produits Nuxe parce qu'ils sont parfumés. Mais là, ma peau est... Enfin, franchement, j'avais testé les deux produits Naturium, la bouteille jaune et la bouteille bleue. Là, je vous mettrai le multivitamine oil, etc. Enfin, je vous mettrai les produits que j'ai testés, qui sont super cool. Enfin, je ferai une review sur mon blog. Mais pour le coup, là, l'association Sanex 3€ et la crème Nuxe... Rêve de miel, franchement, je suis vraiment vraiment choquée. Je me touche le buste et j'apprécie quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous raconter un peu ma life. Alors Blue Eye Samurai, c'est une série qui a été créée par Michael Green et Amber Noziumi. Et en fait, c'est parti d'une blague. De ce que j'ai compris, ils ont eu un enfant. Et donc du coup, c'est une enfant métisse, hein, asiatique. Et en fait, ils se sont dit, un peu en rigolant, ça c'est vraiment les blagues de couple en fait, enfin voilà, que si jamais elle était née à l'ère Edo en fait au Japon, bah elle serait perçue comme un monstre en fait, et qu'il faudrait qu'elle se batte pour sa vie, pour survivre en fait. Et l'idée est partie de là, et ils ont créé cette série animée qui est une série pour adultes, hein. C'est vraiment, c'est vraiment pour adultes. Il y a des scènes un peu cruelle, un peu violente, un peu sexy. Donc voilà. Et on découvre le personnage principal de Mizu, qui est un samouraï qui rêve de vengeance, parce que en fait, comme je vous ai expliqué, c'est un samouraï aux yeux bleus, donc perçu comme un monstre à cette époque du Japon, un non-ryo, et qui a un conflit interne assez intéressant et un conflit externe aussi, qui est la recherche de vengeance en fait, à la recherche à la recherche du Mundele qui l'a rendu comme ça en fait. C'est vraiment ce que le samouraï raconte dans cette aventure. Et donc on se retrouve avec une série mais assez exceptionnelle en fait. C'est vraiment une excellente série, notamment au niveau de la direction artistique, c'est-à-dire que vraiment c'est de grande qualité. En fait, typiquement déjà on sent qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse rentrer dans cet univers totalement. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas suivi une série d'animation avec autant d'intensité, qui nous ramène vraiment à l'ère Edo au Japon. Et en plus du fait que la narration est vraiment exceptionnelle, on a des thématiques qui sont quand même assez difficiles, et pourtant il y a énormément d'humour qui est vraiment transmis via le personnage de Ringo, qui est un personnage handicapé, c'est-à-dire qu'il a plus ses mains, et qui lui aussi rêve d'accomplir quelque chose de grand dans sa vie, et qui se retrouve dans cette aventure avec Mizu. On a aussi le personnage de Akemi, qui est la princesse en fait, hein, qui n'a pas le choix de son époux, elle veut se marier avec son paysan, et qui finit elle aussi par avoir une soif de vengeance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a des personnages qui sont assez en miroir entre Mizu, donc le samouraï, et
la princesse Akemi, car l'un est riche, l'autre est pauvre. Ça exprime vraiment le thème du choix de son destin, du libre arbitre, de la condition des femmes à cette époque et aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc super intéressant. Vraiment cette série elle est géniale en fait. Personnellement, j'ai pas fini, je pense qu'il me manque 2 épisodes, mais j'ai eu aucun moment d'ennui. Le rythme est excellent, l'intrigue est excellente. Il y a vraiment aucun moment de perdu. Cinématographie exceptionnelle, choix des couleurs, choix de la musique. Vraiment même les plans en fait. C'est-à-dire que, oh là là, il y a une scène, je crois que je suis dans l'épisode 7 là, où qui fait presque film d'horreur. Et en fait, je me suis dit... Waouh, c'est-à-dire que j'adore quand j'explore une nouvelle série où comme ça je peux voir différentes inspirations, différents genres. En l'occurrence, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on a des moments. Il y a une scène d'ailleurs qui est dans l'épisode 1, hein, qui fait directement référence à une scène dans House of Cards. Avec le couple Underwood, il y a une scène qui fait super Kill Bill en fait, parce que comme on suit un samouraï qui est là en train de tronçonner tout le monde, il y a du sang partout dans tous les sens. Après c'est une série d'animation donc c'est très graphique hein, bien sûr dans tous les sens du terme, et aussi qui est aussi inspiré de, oh là là j'ai oublié, c'était inspiré d'autres choses et je me suis dit waouh, mais la référence, ah oui, de Naruto, on a une scène, une grosse référence à Rock Lee et tout. Enfin, on sent toutes les références actuelles et passées aussi, hein, bien sûr, des arts martiaux et même dans la construction du personnage avec le master, comme on dit, le maître qui t'aide dans ton chemin. Et franchement, je vous la recommande vraiment. De ce que j'ai compris, pas mal de gens ont suivi de toute façon la série. Et justement, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en parle avec des spoils, avec plus de détails, parce que là, je vous avoue que je me retiens beaucoup de faire les blagues que j'ai envie de faire, parce que je peux pas vous donner plus de détails que ça. Et bien sûr, en parallèle, je vous invite vraiment à lire Le Clan des Otori, si vous aimez lire, parce que c'est pareil, c'est au Japon, l'ère Edo, hein, donc 1600-1870, et on a des histoires pareilles, hein, d'amour, de désespoir, de vengeance, voilà, avec une arrivée pareille des Européens, etc. Et je l'avais déjà évoqué dans The Why, mais je l'évoquerai toujours parce que c'est une excellente série de bouquins, hein, le clan des Otori, et on a même le préquel du clan des Otori qu'il faudrait que je finisse d'ailleurs. Je crois que ce bouquin je l'ai pas fini, mais c'était super bien écrit aussi. La raison pour laquelle je voulais vous en parler, vu que je peux pas rentrer dans les détails, c'est que souvent dans ce podcast j'aime bien faire référence à ce qui rend une œuvre d'art exceptionnelle, incroyable, géniale, parfaite. Je sais, hein, je suis assez grandiloquente, et ce qui fait le génie d'une œuvre d'art. Dans Blue Eye Samurai, on a un truc qui s'appelle a device, on dit en anglais, un outil en français, qui s'appelle Show Don't Tell. En fait, je vous donne un exemple. Il y a un exercice en théâtre où tu dois jouer ta scène sans raconter le passé du personnage et l'histoire. Donc ce que le prof à l'époque nous avait demandé de faire, c'était de d'écrire une histoire, voilà. Et ensuite, chaque personnage avait un objectif et un obstacle. Donc moi, je crois qu'avec la fille avec qui j'étais, on jouait 2 sœurs. Et moi, je devais la pousser à venir avec moi dans une institution. Et ma sœur, dans la scène, elle ne voulait pas venir. Donc vous avez compris. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de l'emmener avec moi en dehors de la salle où on était, en fait. Et elle, son objectif, c'est de pas venir, en fait. Et on doit jouer cette scène. Mais nous, 2 semaines avant, on avait écrit toute l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait toute une histoire de famille, une raison pour laquelle elle voulait pas venir dans l'institution où je devais l'emmener. Enfin voilà, on avait écrit tout écrit. Donc on joue la scène en improvisation. Donc le texte n'est pas écrit du tout. Hein. Donc c'était trop drôle. Trop drôle. C'était... En l'occurrence, ce qui se passait dans l'histoire n'était pas drôle, mais ce qui était drôle, c'est qu'on ne savait pas ce qu'on allait se dire vu qu'on improvisait. Donc je faisais « Hey », elle me dit « Hey, salut, ça va ?» Je dis « Ouais,
il faut absolument que tu viennes avec moi tout de suite, dépêche-toi. Et elle me regarde, elle me dit bah non, comme tu vois je suis en train de faire mes exercices de sport, donc non. Et elle jouait sa scène, vraiment elle faisait son sport comme si elle regardait une chaîne YouTube alors qu'on est devant une audience en fait. Et je lui dis non mais il faut que tu viennes tout de suite parce que là il se passe un truc assez grave, j'aimerais bien que tu viennes parce qu'il se passe ci, il se passe ça, etc. Et puis en fait je devais trouver des moyens de la convaincre en fait. Et ce qui est difficile quand tu fais ça et que tu improvises, c'est que tu peux pas donner des éléments. Tu dois utiliser des arguments sans trop en dire. Et forcément, moi, ce que je me suis retrouvée à faire, et elle aussi, c'est oui, mais quand on avait 6 ans et demi et qu'on est allé dans la cour de récré et qu'il s'est passé ça ne justifie pas que tu te comportes comme ça. Enfin, il y a eu 2-3 fois où je me suis retrouvée à faire ça et la prof nous a dit après, à la fin, bon, c'était bien les filles, vous l'avez bien fait, enfin, c'était cool et tout, on y croyait vraiment. Et elle me dit, par contre, ne fais pas trop d'exposition, on dit, dans le sens où ne nous raconte pas le passé du personnage. Parce que quand tu nous en dis trop, en fait, nous, on n'a pas, ça nous laisse pas l'espace d'imaginer ce qui se passe et on n'est pas aussi concentré sur l'histoire. Dans Blue Eye Samurai, justement, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun moment où ils prennent l'audience pour des idiots, dans le sens où, sincèrement, il n'y a aucun moment où on nous dit exactement quel est le problème, qu'est-ce qui se passe, quel est le conflit du personnage. Non, on le devine, et on le comprend. Et le show don't tell, c'est littéralement show, donc montre, don't tell, ne dit pas. Ceux qui ont vu la fin de l'épisode 1, vous voyez de quel moment je parle quand je parle du show et don't tell, et qu'on comprend, qui nous donne des éléments clés ou des éléments de réponse sur l'histoire, en fait. C'est pareil quand on écrit une fiction. Donc typiquement, par exemple, désolé de cette illustration, mais c'est une illustration qui est assez parlante et connue. Quand tu parles d'une guerre, tu ne parles pas de la guerre, mais des détails affligeants. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire c'est la guerre, voilà, il y a des gens qui sont décédés, il y a eu des ci, il y a eu ça et tout. La manière dont c'est décrit dans les infos, par exemple, en fiction, tu vas parler des choses affligeantes, des choses détaillées et écœurantes, comme des souliers perdus, poussiéreux, d'enfants, des souliers d'enfants qui ont brûlé. Des tout petits détails en fait, et ça, quand tu lis ça dans un bouquin, ça va plus te frapper que on te donne un chiffre de personnes qui ont été blessées, voilà. Ou alors tu vas parler de l'automne, tu vas pas dire dans ton chapitre, voilà, il fait beau, ou il fait venteux, il fait frais, il y a une petite brise, c'est l'automne. Non, tu vas parler des différentes teintes de brun, et puis tu vas pas utiliser le mot brun, tu vas utiliser des métaphores pour parler de cette couleur, en fait. Tu vas parler de l'odeur de la cannelle, par exemple. Et typiquement, c'est pareil quand tu parles de la lune, tu parles de la lumière qui se reflète sur les verres, dans l'eau, ce genre de choses, en fait. C'est vraiment des exemples connus que je vous donne. En fait, il faut que ce soit très, très, très visuel. Et c'est pareil dans une série télé, dans un film, surtout quand il y a du dialogue, parce que c'est comme ça qu'on comprend l'histoire. En fait, c'est via les images, via le dialogue, via la manière dont c'est édité. Tu ne nous donnes pas le pas. C'est-à-dire que le personnage ne va pas dire « En 2006, il m'est arrivé ça, et c'est pour ça qu'en 2015, je me suis retrouvé à faire ça. » Non, c'est-à-dire que typiquement, là, dans la série, donc on a des flashbacks, et des flashbacks où on comprend, des scènes qu'on comprend. Quand le samouraï a faim, on comprend qu'il a faim, il dit pas qu'il a faim, on n'entend pas son estomac grogner, ce genre de choses en fait. Et en fait, c'est ça qui est brillant dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont... Enfin beaucoup, toute la série c'est du show don't tell. Ils ne nous disent jamais rien, on comprend en fait, on comprend. Et ça, c'est génial. Et... de manière assez brillante, on n'a aucun indice en fait sur sa quête, le pourquoi de sa quête, mais on devine et on comprend. Le samouraï est perçu comme un monstre parce qu'elle a les yeux bleus, tout en étant asiatique, truc de fou, truc de fou à l'époque. Et voilà. Et je vous recommande vraiment la série si vous l'avez pas vue, et si vous l'avez vue, dites-moi si vous voulez un épisode en détail, et on pourra bien en parler. Voilà. Quelle semaine, hein. Bon, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj. Je vais rester très en surface parce que énormément de littérature digitale, encore une fois, sur le sujet. Mais je vais quand même vous donner mes 2 centimes, peut-être même mes 50 centimes. J'ai écouté Hess, je l'ai écouté que hier en fait, et je l'ai réécouté à plusieurs reprises aujourd'hui aussi.
Et en fait, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, elle rappe de mieux en mieux. Elle rappe de mieux en mieux et c'est normal parce qu'elle rappe beaucoup et depuis longtemps maintenant, surtout dans l'œil du public. Et j'avais adoré Traumazine, donc son dernier projet. Et je trouvais que l'impact de Traumazine, peu importe ce qui s'est passé commercialement, moi ça ne m'intéresse pas, mais culturellement avait été assez fort, hein, assez fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans du black female rage, comme on dit. Et en fait, je pense qu'avec Megan, pour certaines personnes, il a dû avoir un temps d'ajustement à son flow, en fait. Parce que personne ne rappe et personne ne rappait comme elle, en fait. Pourquoi elle gagne aujourd'hui ? C'est parce qu'elle assume d'être une nerd, elle assume ses références, tout en étant, encore une fois, la référence de la bad bitch. Comme je vous ai dit dans un épisode, il me semble, de toute façon, on arrive à la fin de cette ère. L'ère de la bad bitch, on arrive à la fin. Dans le sens où, don't get me wrong, il y aura toujours des bad bitch, il y aura toujours du rap hyper sexuel et hyper féminin. C'est pas ce que je veux dire. Dans le sens où on arrive dans la fin de cette image dominante, en fait, ou alors je dirais même unique, dans le sens où Megan, elle est multiple et elle adore montrer qu'elle est multiple, alors que là où d'autres personnes vont juste vendre une seule chose, elle adore montrer que ouais je suis une bad bitch, mais j'ai des grosses références manga. Enfin, ça c'est génial, en fait. Typiquement, et aussi c'est des références qui sont faciles à saisir, donc Pikachu, Sasuke et aussi surtout elle est politisée, et ça je crois que c'est vraiment le truc qui fait toute la différence, dans le sens où elle parle ouvertement de santé mentale. Pas que d'autres personnes avant elle n'en ont pas parlé, mais elle l'inclut dans sa musique. Elle mène aussi des actions en rapport avec ça. Ses études en Public Health Administration, hein, il me semble, hein, qui soutiennent ça aussi, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment dans sa pyramide des valeurs. Et son engagement écologique, elle avait fait tout un truc où il fallait nettoyer une plage et ce genre de choses. Alors que souvent, Nicki, en fait, elle hésite à se positionner, voilà, ou alors si elle fait des références politiques, elle prend des personnages, pour jouer des républicains, pas que ce soit un souci si elle joue la comédie, mais dans le sens où c'est spécial, en fait, c'est-à-dire qu'elle a jamais vraiment voulu se politiser, puis par contre quand elle se politise, elle joue le personnage de quelqu'un qui est ingrat et qui est de droite, mais de super droite, d'hyper droite. Enfin, c'est en fait, je voulais pas du tout parler de ça, mais elle a trop joué sur le côté loufoque dans les moments où on avait besoin qu'elle le soit pas, en fait. Mais bon, je m'arrête là. Et en plus de ça, elle a des références qui sont super niches, en fait. Dans le sens où elle a de grosses références comédie musicale. Et forcément, moi j'en ai fait. Et j'ai toujours adoré ça, hein, même quand j'en faisais pas. Et du coup, je capte. Et je pense que si t'es pas dans ce délire-là, tu capteras pas. Même les références les plus mainstream comédie musicale, il y a beaucoup de gens qui ça leur passe au-dessus de la tête, en fait. Elle a un son qui s'appelle I Feel Pretty, c'est littéralement une référence à West Side Story, et, le personnage principal de Maria dans West Side Story. Pareil, elle a une référence à Arctic Monkeys. Enfin, voilà, c'est Arctic Monkeys 2006, pas Arctic Monkeys maintenant, en fait. Et même d'autres références, des fois de vieux films hollywoodiens où en fait je me suis dit elle a vraiment ce background de la théâtreuse, en fait, de la theater kid, comme on dit. Sa théâtralité lui a servi pour faire tout ce qu'elle a fait pendant sa carrière, mais il y a des moments où ça lui dessert, en fait. Et face à quelqu'un qui a vécu des choses assez traumatisantes, et pour tout un chacun, en fait, qui est extrêmement public, un personnage extrêmement public aussi jeune, et qui assume complètement d'être politisé, et une geek, et une bad bitch, et nanani, et nanana, et multiple, en fait, bah oui, vous pouvez pas être sur le même plan, en fait. En fait, Megan, elle donne des moments culturels assez intéressants. Elle est aimée, elle est adoptée par le public. Et je pense qu'à un moment, il faut juste laisser parler son art, en fait.
et pas se perdre sur d'autres détails. Dans le clip de Hiss, ce qui est assez cool, déjà, je sais pas c'est quoi ce nouveau délire de sortir d'un œuf, parce que Doja Cat a fait ça aussi. Et je sais que peut-être il y a la métaphore de l'éclosion, ou peut-être qu'il y a un seul set à Hollywood, je sais pas. Je rigole, mais la métaphore de l'éclosion ou de la renaissance, je la comprends intellectuellement. Mais je me suis dit, c'est quand même la deuxième fois. Doja Cat, maintenant elle, ok, bon, why not. Et en fait, il y a dans le clip, ce qui est assez intéressant, c'est que sa robe, en fait, donc déjà, grosse référence Shibari. Donc, vous savez, vous tapez Shibari sur Internet pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, de ce que j'ai compris, elle voulait faire comme si c'était des vaisseaux sanguins, des veines, du sang. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge, en fait. Et donc, apparemment, donc, les 2 premières robes rouges auraient été designées par Nathalie Fedner et Tamika Murphy, qui est la première est une designer, la deuxième est une designer femme noire. Et donc elle a utilisé de la mousseline de soie qu'elle a coupée pour faire des rubans pour signifier cette symbolique en fait. Et ensuite, grosse référence à Alice au Pays des Merveilles dans le clip, où vous savez, elle est super grande, dans un couloir super, avec le plafond super bas, et une robe avec des trous. Et ce qui est assez intéressant, parce que c'est une référence directe à un truc que Nicki a dit dans Red Ruby The Sleaze. Après, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais je pense pas. Et c'est une robe qui est de Rui Zhu, qui est rouge aussi. Et elle a ce style un peu pin-up années 50. Et avec la frange en courbe, les cheveux en courbe, les baby hairs en courbe, pour signifier le serpent, parce que dans Cobra aussi, elle parle du... Il y a toute la symbolique du serpent, à moins que ce soit une enfant du Bénin. Je rigole, une enfant du Dahomey, de Ouida. Mais j'aime bien la référence du serpent, même si j'aurais bien voulu que ce soit ma symbolique, vu que je suis une enfant du Bénin, mais bon, on verra, vous verrez, si j'essaye de faire quoi que ce soit là. Anyways. Et on a aussi beaucoup le thème de la duplicité, de la dualité, de la confrontation. Elle est beaucoup en miroir avec elle-même. Il y a ces références Ghost in the Shell, il me semble, de ce que j'avais vu, avec tous les écrans, son visage, le fait qu'il y ait l'œil sur elle. Et moi, j'adore le moment dans les carrières des artistes où we are dressed and shit. You wanna talk about me, I'm wanna talk about you. J'aime trop en fait quand ils font ça. C'est un peu comme ce que Rihanna l'avait fait dans Na 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 come on dans S&M. Ce qu'elle avait fait dans S&M. Enfin bon. J'adore ces moments-là en fait parce que ça veut dire que tu deviens super conscient de toi-même et de la manière dont tu es perçu dans l'œil du public. Et c'est là que ton super pouvoir, en fait, tu le maîtrises enfin, quoi. C'est pas Clark Kent quand il est là, il sait pas ce qu'il fait, il brûle les... Vous savez, il y a une scène dans Smallville où il brûle l'écran. Il est en classe et c'est un cours d'éveil à la vie sexuelle et il brûle l'écran parce qu'il sait pas gérer ses pouvoirs et ses hormones. Voilà, on n'est pas dans ce stade-là en fait de leur carrière, on est dans le stade de la carrière où ils gèrent les super pouvoirs, ils connaissent leur kryptonite. Enfin, ça c'est vraiment, j'adore witness, j'adore être le témoin de ça. Enfin, je voulais vous parler de ce moment exceptionnel dans la communauté beauté, comme on dit en français, et de ce qui s'est passé au show Margiela Haute Couture et avec la maquilleuse Pat McGrath. En fait, ce qui est assez intéressant avec Pat McGrath, il y a super longtemps, donc dans Quote Me on This, j'avais vu une interview d'elle où j'avais lu quelque part qu'en fait elle a commencé sa carrière de manière super hasardeuse. Il me semble qu'elle était étudiante plus ou moins en art à London, bien sûr, et qu'en fait elle sortait tout le temps avec les cool kids de London, comme on dit, et qu'elle faisait des maquillages de malade tout le temps, et des trucs un peu justement éditoriels, mais qu'on pouvait pas éviter en fait. Et qu'il y a quelqu'un comme ça une fois, un étudiant en stylisme, en design et tout, qui lui a dit mais tu veux pas venir faire ça sur un de mes shows et tout, enfin c'est exceptionnel ce que tu fais sur ton visage. Elle a dit ok.
Et c'est comme ça qu'elle a commencé apparemment sa carrière. Donc c'est vraiment une bio un peu exhaustive basée sur mes mémoires. Donc c'est vraiment une bio un peu exhaustive basée sur mes souvenirs de mes recherches internet, vu que je n'ai que ça à faire. Voilà. Et en fait, ce moment exceptionnel qu'on a eu là, avec ce visage en porcelaine de poupée, ça a engrangé un nombre d'articles incroyables qui expliquent qu'il y a la plupart des tendances make-up ou alors des créations d'innovation même ou de nouveautés dans le maquillage peuvent être tracées vers Pat McGrath en fait. Et en fait, il y a un moment qui est assez drôle, c'est que dans ce show-là, Margiela, il y a l'actrice Gwendoline Christie, donc c'est l'actrice qui joue Brienne de Tarth dans Game of Thrones, Les Jeux du Pouvoir, c'est la directrice de l'école dans Sabrina, et celle qui joue l'ange là, en bas, là-bas, en enfer, là, dans The Sandman. Donc les 2 dernières séries sont sur Netflix. Et apparemment, donc en fait, elle marche dans ce défilé, Gwendoline Christie, et donc c'est une actrice, et elle dit qu'elle a donné un passé au personnage de la poupée qu'elle jouait, et qu'elle lui a même donné un nom, et ce genre de choses. Et en fait, apparemment, dans les backstage, Gwendoline Christie et Pat McGrath se rappelaient de leurs jeunes années à Londres où elles sortaient dans des bars à Shoreditch. J'en sais rien, hein, j'imagine que c'est à Shoreditch. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit 2 choses. Je me suis dit, waouh! C'est-à-dire que Pat McGrath, elle est au sommet de son art là, en tant qu'artiste. Je vais revenir là-dessus dans les 2 minutes qui arrivent. Elle est au sommet de son art en tant que maquilleuse en fait. Enfin, elle a son entreprise qui vaut des millions. Elle est sur tous les défilés et en plus on la respecte pour ses innovations. Enfin, voilà, elle est au sommet de son art. Connue à l'international, mais c'est bien une meuf de London avec bien sûr des origines caribéennes. Et Gwendoline Christie, au sommet de son succès, on la voit partout. Et donc c'est la première chose que je me suis dite. Et les 2 sont au sommet de leur art au même moment. Et la deuxième chose, je me suis dit, ces professions artistiques, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui sont artistes, ça prend vraiment du temps. Pour percer, pour t'installer, pour te stabiliser, pour être respecté, reconnu, pour travailler. Parce que ce qui est génial quand tu es artiste, c'est que plus tu es reconnu, plus tu travailles. Plus tu travailles et plus tu es reconnu. C'est un cercle sans fin, surtout quand tu es acteur, actrice, tu arrives à 50 ans et c'est le moment où on te dit de faire 1000 trucs en même temps alors que tu es KO technique et que ton dos te fait mal. Mais bon, c'est toujours là. Bref, tu es au sommet de ton art. Voilà. Donc c'est les 2 choses que je me suis dites en fait. C'est que c'est les mêmes cercles en fait, c'est le même réseau. Et la deuxième chose, c'est ça prend vraiment du temps. Voilà. Et pour celles et ceux qui connaissent pas Pat McGrath, c'est une artiste, maquilleuse, make-up artist comme on dit, et qui est souvent dépêchée sur les shows de grandes marques et même haute couture en fait. Donc vraiment Alexander McQueen, Dior, Givenchy, Margiela, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Anna Sui, Valentino, et qui a créé beaucoup de tendances make-up. Alors moi personnellement, l'image que j'ai en tête quand je pense à Pat McGrath, c'est les lèvres rouges avec des tout petits cristaux Swarovski qui a été fait pendant un show haute couture de Dior en fait, qu'elle a d'ailleurs reproduit dans un kit qui s'appelle le Crystal Lip Kit, avec un stylo applicateur, avec un rouge à lèvres rouge, qui s'appelle, le teint du rouge à lèvres s'appelle Elson, et avec des rhinestones, donc des tout petits cristaux rouges, cette fois en plastique, par Swarovski quand même, faut pas abuser, et qui te fait un look super excentrique, look d'ailleurs qui a été reproduit sur Doja Cat pendant le défilé Schiaparelli à Paris. Mais d'ailleurs, elle avait fait ça sur tout son corps, sur son... Ouais, mais c'était fou cette histoire. Sur tout son buste et tout, c'était de la folie. C'était assez incroyable. Franchement, pour le coup, c'était vraiment une bonne idée de faire ça surtout avec une artiste un peu
un peu barré comme Doja Cat, parce que ça a vraiment marqué le moment en fait. Vous voyez en fait, à chaque Fashion Week, Pat McGrath elle se distingue. Franchement, je n'ai que du respect pour cette femme, parce que pour pousser l'originalité à fond comme ça tout le temps, et avoir surtout des gens qui font confiance à ta vision, je trouve ça quand même assez cool. Du coup, je me suis amusée à aller voir les différents looks que Pat McGrath avait pu faire dans le passé. Et en fait, il y en a un qui a vraiment retenu mon attention, c'est le show haute couture Maison Margiela 2015, automne 2015, où en fait, il y a le visage d'une mannequin, sur la moitié du visage, en fait, c'est comme si elle avait posé, on dirait même pas de la peinture, on dirait qu'elle a posé une espèce de tissu qui fait un peu, c'est pas de la fourrure, hein, mais c'est un peu velu, en fait, voilà, c'est comme s'il y avait des poils dessus, et c'est bleu, donc bleu clin. Et elle a posé ça sur la moitié du visage de la mannequin et tout. Et c'est super abstrait. C'est assez intéressant en fait. Ça m'a vraiment donné envie d'approfondir ma recherche dans le make-up éditorial. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je me suis un peu amusée à faire ça toute l'année. Et l'aspect plus artistique en fait, que le délire purement désirable, male gaze, vous avez capté en fait. Dans le make-up éditorial, tu n'es plus libre d'explorer, d'expérimenter, alors que le soft glam, c'est trop contraignant, dans le sens où c'est sympa pour à la vie de tous les jours, aller dîner avec ses copines et tout, mais on s'ennuie, en fait. On s'ennuie. Dans les années 2010, on s'amusait bien. On mettait nos rouges à lèvres bleus, nos rouges à lèvres violets, nos rouges à lèvres... On s'amusait vraiment, en fait. Alors que le soft glam, c'est sympathique. Le latte make-up, le bronzing, le tout ça là, qu'on a fait depuis 2018, là, 2016-2018, c'est bon. C'est bon. C'est-à-dire que c'est sympa. Pour être présentable, mais pourquoi est-ce qu'on veut être présentable? Mais non, nous on veut révolutionner. Racontez quoi? On veut révolutionner tout. Oh, c'est pas possible. Et en fait, dans le make-up éditorial, ce qui est cool, c'est que les gens jouent avec les couleurs, jouent avec les textures, jouent avec tout. Et en fait, franchement, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je me sens aussi libre. Dans mon exploration artistique, en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Du moment que c'est intéressant à étudier, et ça, ce que j'aime bien avec Pat McGrath, c'est que vu qu'elle fait ça à un extrêmement haut niveau, ça nous donne l'opportunité d'admirer, d'observer ce qu'elle fait, et surtout de faire de la recherche dans ce qu'elle fait et d'étudier ce qu'elle fait. Ça, c'est plutôt cool. Alors, donc pourquoi j'arrête pas de parler de Pat McGrath? Parce que le show Margiela a eu lieu sous le pont Alexandre III. Je ne sais pas si vous avez regardé tout le show, hein, moi j'ai regardé. Et le tout début, en fait, on a une espèce de mini-film où on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est comme si on avait une poupée maudite qui explorait les souterrains de Paris. Ça fait un peu horreur, mais un peu glam vintage, si vous voyez ce que je veux dire. À la tête de la maison Margiela, c'est John Galliano. Et sa muse, c'est le mannequin Léon Dame. Les mannequins, franchement, je vous invite sincèrement à aller regarder le show sur YouTube. C'est magnifique, c'est même assez émouvant. Les mannequins, en fait, non seulement c'est-à-dire que leur silhouette est transformée, les vêtements qu'ils portent, ce sont des corsets comme ça, mais c'est pas juste je parle pas des bustiers Jean-Paul Gaultier Madonna, non, des corsets vraiment au niveau de la taille en fait. D'ailleurs pour le mannequin Léon Dame, lui il a même pas c'est-à-dire qu'il est quasiment torse nu, hein. On a le corset qui est juste sur le bas du corps en fait, enfin sur le bas de son abdomen, et le corset a des formes exagérées où typiquement ça leur fait vraiment une taille super fine et des hanches très très larges, vraiment littéralement un corps en 8. Et en fait, dans la démarche, c'est-à-dire que il y a une espèce de chorégraphie avec des mouvements, comment on dit, désaxés ou désarticulés, je dirais, où les mannequins ne font pas juste une démarche de mannequin normal en fait, où c'est pas step, 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 walk, slide, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment comme un peu des marionnettes que quelqu'un ne gère pas vraiment. Et en fait, la plupart, ils ont les cheveux très très bouffants. Et le maquillage, alors on dirait tous qu'ils ont la peau en porcelaine, c'est super brillant, lisse presque, avec pour la plupart d'entre eux des couleurs assez
je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pastel, c'est pas vrai, mais par exemple pour la mannequin noire, elle a les yeux bleus, mais bleu clair, le fard à paupières, hein, pas ses yeux, et un rouge à lèvres complètement rouge et des sourcils très 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 fins. Ça fait un peu le style années 20 en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et tous ils défilent comme ça dans une atmosphère un peu brumeuse, et il y a la chanson d'Adèle qui joue, il me semble que c'est Hometown Glory, hein, de souvenir, et le show est magnifique et tout le monde parle de Pat McGrath parce que tout le monde se demande comment elle a fait ce visage lisse comme ça qui brille en fait. Donc on a eu un moment social media génial où tout le monde s'est posé la question de ok, comment je reproduis ça, parce que souvent quand il y a des moments comme ça, les maquilleuses qu'elles font, c'est qu'elles essaient de reproduire les créatrices de contenu make-up, sauf que personne ne savait quel produit elle utilisait. Donc je pense que vous avez quand même vu plein de vidéos passer sur vos feeds, et en fait j'adore quand il y a un phénomène culturel comme ça et que tout le monde, d'un seul accord, décide de trouver la manière la plus originale de la représenter en fait. Donc on s'est retrouvé avec des milliers de vidéos de gens qui essayent en fait de trouver sa technique pour avoir cette peau lisse et brillante en fait. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est pas sa première collaboration avec Margiela ni avec Galliano. Et d'ailleurs, je parlerai du langage Galliano et langage Margiela et la fusion de leurs visions dans ce show dans un autre épisode. Et donc Margiela, qui est le créateur belge, qui est assez avant-garde, hein, qui a rendu la mode haute couture cool en fait, et Galliano qui rend hommage à pas mal d'aspects de la culture parisienne du 19e siècle, ouais, je dirais peut-être plus 20e siècle, et qui est là avec voilà, les corsets, la théâtralité et ce genre de choses. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que dans ce show, notamment le maquillage, hein, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais en fait aujourd'hui de grandes maisons sont contraintes par les budgets, donc à nous vendre. Donc on a beaucoup moins de prise de risque, et en fait là je trouve qu'avoir un sacerdoce à l'esthétique, à la grandiosité, malgré les budgets, de quand même continuer à prendre des risques, à défaut que ça se vende pas, hein, cette collection, parce que les vêtements sont assez particuliers. Je suis pas sûre que ce soit si facile à adapter pour une collection à vendre en fait, hein. Peut-être que ça ira dans un musée, et d'ailleurs ça lui est arrivé en début de carrière de pas vendre à John Galliano, de continuer à montrer de continuer à vouloir faire des choses belles, théâtrales et exceptionnelles. Et en fait, pour revenir sur la peau en porcelaine comme ça, ce qui est assez intéressant à analyser, c'est la rapidité d'exécution de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a un moment qui est magique, le temps s'arrête, l'espace d'un instant, c'est groundbreaking, et les gens, je sais pas, tout le monde a sorti son airbrush, donc vous savez l'outil pour faire du maquillage, mais avec un spray en fait. Tout le monde est allé chercher la méthode pour faire cette peau incroyable. Il y a une rapidité d'exécution des créateurs de contenu où je me suis dit, c'est pour faire ce métier, il faut vraiment avoir un certain capital, parce que tu es constamment en train d'acheter des produits, tu es constamment en train de les utiliser aussi. Et puis, il faut avoir du temps aussi, il faut avoir le temps de le faire, de s'exécuter super rapidement. Et puis, ça garantit même pas que ça va te rapporter une visibilité, des followers et ce genre de choses. Mais je me suis aussi dit, ce qui est bien, c'est que on sent que c'est un moment un peu de communauté en fait, parce que tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'elle a utilisé pour faire cette peau. Donc il y a des gens qui ont présumé que c'était, vous savez, il y a des cryolins, c'est une gamme de maquillage effets spéciaux, et donc il y a des gens qui ont présumé qu'elle avait utilisé ça, le clear gloss de Cryolin. Il y a d'autres personnes qui ont eu d'autres présomptions. Puis ensuite, il y a une créatrice de contenu super connue, hein, qui a travaillé avec Pat McGrath. D'ailleurs, je mettrai son nom en barre d'infos. Ellie Parsons, il me semble qu'elle s'appelle. Et ou Pearsons, je sais plus. Et qui a dit à tous les coups, elle a dû utiliser un masque. Et au final, effectivement, Pat McGrath a révélé que
qu'elle avait utilisé un masque peeling qu'elle spray en plusieurs couches, mélangé à d'autres masques d'ailleurs, et qu'elle lui avait utilisé 7 à 9 couches, alors que j'ai vu des créateurs utiliser 15 couches, puis à la fin ils pouvaient plus parler, leur visage pouvait plus bouger, puis à la fin ils ont tout déchiré, ils ont tout enlevé, parce que c'est un masque qui s'enlève du visage. Enfin, c'était assez génial. Bref, donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce format d'épisode. N'hésitez surtout pas à me dire si c'est un format qui vous plaît ou qui vous plaît moins. C'est vrai que je parle de pas mal de sujets différents parce que c'est les sujets qui m'intéressent en fait. Enfin, pour le coup, ce serait difficile de les éviter. Et puis j'ai envie d'éviter de tomber dans l'écueil un podcast, un seul sujet, c'est-à-dire typiquement faire 256 épisodes juste sur la musique, ça m'intéresse pas. Tout comme ça m'intéresse pas non plus de faire 256 épisodes juste sur la beauté, même si je vais pas vous mentir, ça m'intéresse plus. Mais non, c'est-à-dire que si je fais un seul sujet, un seul épisode, ce serait sur des sujets différents. Donc un seul épisode beauté, un seul épisode musique, un seul épisode série télé, un seul épisode film. Mais je pense que passer une demi-heure, 20 minutes, voire 45 minutes à écouter un seul épisode sur un seul sujet, ou alors même un seul fait, une seule série, enfin, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Donc on va expérimenter et puis on verra bien ensemble. De toute façon, je suis pas soumise à des impératifs particuliers. Et voilà tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et n'hésitez pas à me donner mes 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Et si vous écoutez sur YouTube, s'il vous plaît, de me mettre un pouce levé ou même un petit commentaire. J'apprécierais. Ou de vous abonner aussi, parce qu'après tout, je vais pas vous dire à chaque fois dans mes stories Instagram, voilà, il y a un nouvel épisode. Donc voilà, merci bien, merci beaucoup. Passez une excellente journée, soirée, nuitée. Bisous.